Oui, bonjour, c'est Jean-Philippe Rivière. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Waspel. Waspel, c'est une plateforme d'évaluation numérique. Cette plateforme, en fait, elle se compose de quatre applications et ces quatre applications sont, là vous les avez sur la diapo, l'éditeur pour concevoir des tests, pour concevoir aussi des items, les scores qui vont avec, les ordres, les types de tests, etc., etc. On verra tous les détails. Ensuite, il y a le Test Runner, c'est la deuxième application. Le Test Runner, c'est l'outil qui va permettre d'afficher devant les étudiants, les élèves, les personnes en formation. Ça va permettre d'afficher le test en fonction des règles qui auront été définies dans l'éditeur. Ensuite, il y a une troisième application, c'est le correcteur. Le correcteur, il va récupérer tous les résultats, toutes les performances des répondants, et puis il va générer les scores, mais les scores, ils peuvent être automatiques, mais ils peuvent être aussi plus complexes à générer, surtout quand on s'attaque à la correction des questions ouvertes. Alors bien sûr, le corrector va avoir une plateforme de correction pour une correction manuelle des réponses ouvertes, mais il y aura aussi la correction par l'IA. Et d'ailleurs, la possibilité d'essayer de modéliser les corrections par l'IA en fonction des habitudes, de ce qu'attend le véritable correcteur. Dernière application, et non des moindres, c'est la simulation agentique. Alors par agentique, en fait, c'est la capacité que va avoir Waspel de créer des faux étudiants par centaines, voire par milliers, et de lancer les tests simultanément, on appelle ça en headless. Et c'est-à-dire qu'en fait, l'application va être sollicitée comme si elle devait répondre à tous ces étudiants, et elle va générer des scores. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour le moment de la simulation agentique, mais elle est assez poussée puisqu'on va pouvoir simuler des niveaux. Et du coup, en fait, on sait que la population qu'on va tester, elle aura un certain niveau. Donc on peut imaginer une courbe de Gauss, par exemple, dans la distribution des résultats. Et après, grâce à ça, on va pouvoir calibrer et vérifier le fonctionnement du module de psychométrie. Bon, en tant que développeur, je suis obligé de faire juste un petit aparté sur le stack technique. Donc on est sur un Node, j'utilise Node, avec un serveur Express. Ici on voit ici le Express. Le framework Vue 3. Bien sûr les nodes modules. Ici j'allais oublier MongoDB pour la database. J'utilise Vite pour le mode de prod. J'utilise Pinia pour simplifier, je dois dire, pas mal le code de Vue. J'utilise Tabulator aussi, ça c'est pour les tableaux. Détail qui a son importance, tout ça c'est mis dans des containers avec Docker. Et un autre point fondamental, j'utilise LM Studio pour tout ce qui est résolution des questions d'intelligence artificielle en serveur local. Bon, c'est pas tout ça, nous allons maintenant ouvrir et découvrir Waspel Editor. Alors nous voici devant l'accès sécurisé à Waspel. Petit détail qui a son importance. Chaque personne qui aura, ou groupe de personnes qui aura son compte verra dans Waspel Editor uniquement ses propres items et ses propres tests. Voilà, alors on va rentrer. Attendez, je vais me mettre en bas. Ici, donc, on a la page principale. Cette page principale, elle est structurée à un premier niveau, au niveau des onglets. Donc, le test manager, vous avez bien compris qu'ici, on va retrouver les tests, mais pas seulement les tests, aussi les questions, etc., comment ça se compose et comment vous allez pouvoir le modifier. Ici, vous allez avoir la collection des items. Alors la collection des items, c'est tout simplement une liste de questions que vous allez isoler. Vous avez réalisé des tests auparavant, et puis vous vous êtes dit, tiens, cette question-là, j'aimerais bien la reposer peut-être l'année prochaine, donc je vais l'isoler et je vais l'envoyer dans la collection d'items. Ensuite, vous allez avoir l'outil de publication. L'outil de publication, c'est très important parce que ça va vous permettre de définir
les modalités qu'auront les étudiants quand ils seront confrontés à votre test. Alors je vous donne un exemple tout simple. Est-ce que les étudiants ils pourront faire plusieurs fois les tests? Ils se connectent une fois, ils commencent le test, ils s'arrêtent, ils se déconnectent, ils reviennent, ils décident d'essayer d'avoir une meilleure note, donc ils reviennent encore. Est-ce que ce sera possible? Par exemple, quand ils font le test, est-ce qu'ils ont le droit de revenir en arrière? Ou bien non, c'est interdit, etc., etc. Toutes ces petites options, en fait, elles sont définies. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais elles sont définies au niveau de la publication. Mais ce qui est très important, c'est que dans la publication, on va définir quel est le groupe cible, qui sont les élèves qui auront le droit de passer ce test. Et ça, pour ça, en fait, on a besoin derrière du groupe manager. Et le groupe manager, vous imaginez ce que c'est. On définit un groupe, il a ses caractéristiques. Et alors, on peut imaginer aussi, donc il y a des outils d'importation, mais on peut imaginer pour un établissement de faire une importation depuis Pronote, par exemple. Enfin, il y a l'onglet des résultats. L'onglet des résultats... on peut faire un téléchargement rapide des résultats en l'état. D'ailleurs, on peut même se dire, tiens, il n'y a que la moitié du groupe qui a passé le truc, je vais quand même aller voir ce que ça donne. Mais ça, c'est si vous avez des outils pour intégrer de la donnée brute. Sinon, dans les résultats, vous avez un accès à Corrector, à Wespel Corrector, parce que Wespel Corrector va faire le travail pour vous. Il va non seulement automatiser les corrections, non seulement organiser la correction manuelle, soit avec des véritables correcteurs, des humains, on va dire, soit par IA. Mais Wespel Corrector va aussi permettre de produire des rapports individuels ou collectifs. Donc maintenant, on revient au test manager. Je vous ai préparé un petit test en lien avec une actualité relativement récente, la visite au musée du Louvre. Et dans la visite au musée du Louvre, vous voyez, je clique et aussitôt j'ai un scroll et j'arrive dans l'espace d'édition. Et dans l'espace d'édition, en fait, on a une logique par page. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on peut ajouter des pages. Là, je descends, et voilà, est-ce que j'ai ajouté la page? Non, j'ai mal cliqué. Ah si, j'ai cliqué 2 fois, pardon. J'ai ajouté une page, même 2 pages. Je vais supprimer une page, là, c'est pas la peine. Mais ici, voilà, je peux ajouter ici, en cliquant ici, je peux ajouter des questions. Voilà une liste de questions ici qui ont été déjà, que j'ai déjà conçues, en fait, pour un peu aller plus vite dans la présentation. On va explorer ce qu'est une question basée sur l'interaction choice, c'est-à-dire vous savez, les classiques QCM. Ici, voilà une question où j'ai mis une petite photo pour poser l'ambiance de la galerie d'Apollon. Alors attendez, je me décale ici. Et on voit ici que là, j'ai conçu, il y a des espaces d'édition. On va concevoir les questions, les choix en fait. Alors, choix simple ou choix multiple. Présentés soit dans un ordre fixe, soit dans un ordre aléatoire. Et ici, on va attribuer... d'abord, on va dire quelle question est correcte, et puis on peut attribuer des poids. On peut avoir des poids multiples si on est en choix multiple. Ici, on peut se dire oh non, 4 propositions, c'est peut-être pas assez. On va mettre 10 distracteurs, ou 5 ou 6 ou 3, ou juste, vous pouvez mettre aussi un vrai faux par exemple. Et puis, vous allez avoir un coup de pouce qui peut apparaître et un feedback. Positif ou négatif, et aussi bien sûr vous allez pouvoir définir, alors ça c'est à vous de le définir, c'est le créateur de la question qui dans ce contexte là va dire c'est une question qui sur une échelle de difficulté de 10, je vais la mettre ici à, allez, on va mettre à 3 admettons. Vous voyez là ce que je vous disais tout à l'heure sur la collection d'items, ici je peux décider, cet item là il est très bien, je vais le réutiliser, je le renvoie dans ma collection d'items. On descend ici, et ça c'est très important parce que, attendez, je me redécale, je me mets là. Ici, en fait, on a affaire au preview. Alors, le preview, ça va être exactement ce que verra l'élève concernant cet item. Et non seulement ça va être ce qu'il voit, mais on peut simuler l'interaction. Donc, par exemple, ici, je clique sur un espace d'exposition pour les sculptures antiques. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Je fais un submit. Ah non, malheureusement, je me suis trompé, vous voyez. Mais j'ai pu simuler exactement la réponse de l'élève. Et en plus, alors ça, l'élève ne le verra pas s'il est en examen. Mais s'il est en mode apprentissage, il aura accès à ce type d'informations.
On aura la réponse donnée, on a le score, on a le max score. Il y a des pénalités quelquefois. Sur certaines questions, vous pouvez en mettre. Je vous montrerai comment à l'occasion. Et puis, est-ce qu'on a utilisé ou non le coup de pouce. On a donc tous ces éléments voilà, qu'on peut manipuler. Et moi, je peux vous dire d'expérience, parce que j'ai manipulé pas mal de plateformes, c'est intéressant de savoir exactement ce que rendra l'item une fois qu'il sera mis dans le test. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Je vous donne un autre aperçu d'une autre interaction, l'interaction hotspot. Ici, dans l'interaction hotspot, en fait, je crée la question, etc. Donc, je vous lis rapidement la question. Les 3 étiquettes portent les noms des ailes du musée, Denon, Richelieu et Sully. Replacez-les sur la carte. Alors, les ailes du musée... vous reconnaissez peut-être le plan général du musée du Louvre. Ici, il y a des étiquettes qui ont été préparées sur l'image. Et j'ai défini, à l'aide de ces outils-là, j'ai défini des zones. Et ces zones, à chaque fois que j'ai défini une zone, j'ai un nom de zone, un score lié à la zone et le sticker. Alors les stickers, ça va être les étiquettes qui vont apparaître pour l'élève et qu'ils devront reposer sur l'image. Ici, en fait, je peux définir une taille pour les étiquettes, en fait, quand elles seront déposées sur l'image. Je me rends tout de suite au rendu. Ici, je vais me mettre ici. Et dans le rendu, on voit bien que, voilà, j'ai des étiquettes que je pose ici. Voilà. Je les ai mal posées. Vous voyez, j'ai fait des zones un peu plus grandes pour, au cas où la façon de poser les étiquettes était un peu approximative. J'appuie ici sur le Submit. Et là, je regarde. Ah ben, j'ai tout bon. Ben oui, voilà. Je connaissais un peu les réponses. Et donc, on voit qu'il y a des points gagnés. On voit que les zones ont été attribuées. Les étiquettes ont été attribuées aux zones correctes, etc. Et donc, j'ai eu le maximum de points. Alors, si en cas de souci, parce que vous avez défini des zones, vous avez fait vos tests, etc., vous pouvez, et que ça ne marche pas très bien, vous pouvez révéler les zones, vérifier et dire ah oui ok bon c'est bon il n'y a pas de j'ai vu large j'ai fait des zones assez grandes autour de mes espaces de réponse. Mais en fait, ce type d'item-là peut être très très intéressant. Par exemple, j'avais fait un travail avec un BTS sur la formation à l'imagerie médicale et il y avait donc des radios, des échographies et on montrait donc il fallait pointer ou bien il y avait des machines et donc en fait on pouvait définir des zones mais on n'est pas obligé de signaler ces zones sur l'image. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait vous définissez des zones et puis vous demandez aux étudiants de cliquer sur ces zones et ça constitue l'interaction. Bon, la vidéo commence à être un petit peu longue. Ce que je voulais vous montrer, donc c'était un peu un aperçu de tout ça. Je vais vous montrer le mode de création en fait d'un item. Vous voyez ici, vous avez différents types d'interactions. Donc là, on a quoi? On a match, on a making pairs. Donc on doit fabriquer des paires, on doit match, on doit faire coïncider des éléments d'un tableau. Short answer, c'est tout simplement une réponse ouverte. On a des textes à trous, on a des textes puzzle. La différence à texte à trous, texte puzzle, texte à trous, vous devez remplir vous-même les réponses. Texte puzzle, vous déposez des étiquettes là où il y a des espaces qui ont été aménagés dans le texte. Voilà, vous avez des blocs de choix, etc. En fait, l'idée, c'est que ces interactions-là, il y en a 9, on peut tout à fait les étendre. Pour les étendre, bien sûr, on a besoin d'un dev, mais ce n'est pas une compétence de développement spécifique. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai montré le stack technique en amont. On voit bien que c'est un peu à la portée en tout cas c'est à la portée de nombreux développeurs que d'apporter de nouvelles interactions à Waspel, à la plateforme. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut prendre l'intelligence artificielle et suivre ce petit wizard, comme on dit, c'est-à-dire un élément qui va, étape par étape, vous conduire à créer une quantité importante. Par exemple, là, je sais pas... je me suis mis sur le bouton. Donc voilà, hop, on passe à l'étape suivante. Et en fait, on peut prompter
et créer là, 5, 10, 15, 20, autant de questions que vous le souhaitez, selon des modalités, soit en API, soit en utilisant si vous avez déjà un abonnement chez ChatGPT ou vous voulez utiliser, vous pouvez utiliser gratuitement certaines IA, alors je parle de LLM, eh ben, en fait, Waspel va vous préparer le prompt, vous allez pouvoir le coller et vous allez pouvoir incrémenter, ajouter à votre test une quantité importante d'items. Bien sûr, derrière, vous allez relire tout ça et vous allez pouvoir les corriger, les aménager. En fait, l'éditeur marchera à plein et donc ça vous permet de générer énormément de questions et du coup de faire une sorte de base de travail parce que, faut pas se leurrer, faire de l'évaluation numérique, il y a quand même un travail important. Donc tout ce qui va faciliter, et là je vous prie de croire que avoir une automatisation de l'ajout d'items fait par l'IA, c'est quelque chose qui va accélérer considérablement votre travail. Voilà, je pense que là la vidéo a été déjà assez longue, donc dans un prochain épisode on verra d'autres types d'interactions et puis on verra de quelle manière on va pouvoir contrôler le test. Je ne suis pas allé dans le détail sur les tests preview, sur le scoreboard. Tout ça, ce sera abordé dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. À une prochaine fois.